Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le championnat élite touche à sa fin. On parle du match de la finale et de la petite finale opposant Marseille-Aix-en-Provence et Strasbourg-Montpellier. Comment explique-t-on sur ces finales l'absence de notre représentant international au niveau de l'arbitrage ? Comment Marseille abordera ce Final Four tant attendu? Et un petit point sur le mercato. Allez, c'est parti! Épilogue du championnat de France élite masculin avec le match retour de la petite finale et de la finale, opposant donc côté petite finale Strasbourg à Montpellier et côté finale Marseille à Aix-en-Provence. Frédéric, je te propose de commencer par la petite finale puisque donc on a victoire de Strasbourg facile sur le papier, 18-8, mais un match qui a eu du mal à se mettre en place et à se dessiner puisqu'il a fallu attendre 5 minutes avant de voir le premier but dans ce match. Et beaucoup d'erreurs des deux côtés, peut-être une crispation sur ce match retour, bon, sachant que Strasbourg avait fait déjà une grosse partie du travail puisqu'il s'était imposé à l'extérieur à Montpellier. Et là, du mal à démarrer et beaucoup d'erreurs sur le tir ou sur les passes qui gâchaient un petit peu le niveau de ce match. Et ça n'a pas été un grand match au niveau de la qualité, j'ai trouvé. Mais Strasbourg qui a fait tourner son équipe en mettant pas mal les jeunes. Jovanovic, Rubashvili, les deux frères Mehdi sont rapidement entrés dans le match. L'entrée des deux autres gardiens, Dario Garcia qui est rentré sur la 4e période et le deuxième gardien, Corentin Duté, qui est rentré aussi dans la dernière période. Et comme ça, tout le monde a pu profiter de ce match. Avant de te passer la parole, quelques infos aussi. Donc c'était le dernier match, on en parlera de façon globale. Les départs de Loris Canovas, qui devrait quitter Strasbourg pour rejoindre Marseille. Vlado Popadic qui quittera donc Strasbourg vraisemblablement pour Brescia et Marko Petkovic pour l'Étoile Rouge de Belgrade et Strasbourg leur a rendu hommage en leur faisant un petit cadeau pour ce dernier match. Une dernière info concernant donc Strasbourg, ça faisait 4 ans qu'ils n'étaient pas montés sur le podium. Et donc qui renoue avec la médaille de bronze. Côté montpelliérain, on a les départs déjà annoncés de Lazar Andrić qui rejoindra son pays natal, le Monténégro, avec le club de Jadran Erceg-Novi, et Vasseur qui normalement a signé au Havre. Ouais, juste une petite précision, visiblement c'est pas encore fait pour Loris Canovas à Marseille. C'est en pourparlers, mais c'est pas encore fait. Je te confirme Popadic et Petkovic qui vont partir. Popadic qui va laisser un trou parce que c'est un joueur qui réalise, en tout cas qui aura réalisé un passage en Alsace convaincant. Écoute, tu l'as dit, j'ai pas grand chose à rajouter. Montpellier s'était incliné à la maison 14-10 contre Strasbourg. Les deux écuries ont pas tout à fait les mêmes moyens, donc Strasbourg était logiquement favori de ce match-là. Il y a une ampleur quand même au score 18-8 qui est quand même assez importante, mais écoute, on s'attendait quand même à que Strasbourg plie l'affaire sur ce premier match retour et s'embarque pas dans une belle. Et écoute, ils ont, comme tu l'as souligné, c'est leur meilleur résultat sur les 5 dernières saisons. Alors certes, le championnat est pas tout à fait le même, parce que pour se glisser sur le podium, quand il y avait encore Noisy et Tourcoing, c'était quand même plus compliqué que maintenant. Le podium cette année, au vu donc de l'absence de ces deux clubs-là, était quand même le minimum syndical à espérer pour Strasbourg. Écoute, ils l'ont fait, ils finissent 3e du championnat. Bravo à eux. Alors, petit rectificatif, c'est pas Corentin Duté qui est rentré, mais c'est Marc Bodnar qui est entré en fin de match pour remplacer Hugo Fontani dans le but. Ce qui était surprenant dans ce match, c'est qu'au bout de la 3e période, on n'était que à 11-4. Et donc cette 4e période a été plutôt débridée puisque 7-4 en faveur du team Strasbourg.
et beaucoup de contre-attaques qui ont été passées par Strasbourg contre Montpellier suite, ce que je disais au préalable, à toutes les erreurs qui ont été faites. Pas grand-chose à dire de plus sur ce match. Bon, Steven Vitran, on sait que c'est un petit peu un taulier de l'équipe strasbourgeoise qui marque 4 buts dans ce match, dans plusieurs contre-attaques. Les frères Mehdi qui mettent 2 buts chacun. Popagic un peu plus en retrait, mais qui a été très présent en défense et qui ne marque un seul but. Misic 2 buts, Marko Petkovic 3 buts, Jovanovic avec un but, sans oublier Loris Canovas aussi avec un but, et Gardasevic. Côté montpelliérain, on a eu Sam Vanderburg, un but, Ilya Mustur, 2 buts, Thomas Vilco-Lambert, un but, Zarko Vassine, un but, Charlie Benromdam, un but, et Marcel Spilert, un but. Côté de la finale, on avait donc deuxième match au Cercle des Nageurs de Marseille, à la piscine Pierre Garceau. Et on s'en doutait un petit peu, victoire en 2 matchs aussi, donc du Cercle contre le PAN, 13-5, dans un match extrêmement tendu, beaucoup de contacts physiques, une agressivité des deux côtés, Marseille, voilà, qui était un peu crispé aussi malgré tout, qui avait pas envie de se retrouver dans le match pétrin qu'ils avaient eu au match aller, et qui finissent donc la première période 5-2. Bon, Marseille a glané son 42e titre de champion. J'ai pas trouvé le match extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'abord un match haché, pas fluide du tout, avec systématiquement des exclusions. Alors des exclusions qui grandement pénalisaient les Marseillais en début de match. Aix, pour pouvoir exister face à Marseille, est obligé d'avoir un niveau d'intensité et d'agressivité au-dessus de ce qu'ils font d'habitude. Et puis, c'était déjà le cas au match aller. Ils avaient été beaucoup sanctionnés au match aller. Là, j'ai trouvé le match pas fluide, pas beau à regarder, honnêtement. Au-delà des erreurs de joueurs et tout ça qui peuvent exister, d'espèces de bouillie, parfois de polo avec des décisions que j'ai pas comprises. On n'est pas obligé à chaque attaque de siffler quelque chose, que ça soit une exclusion, une faute à l'envers, une exclusion. Enfin, c'est une multiplication de coups de sifflet pas forcément opportuns. J'ai pas trouvé ça d'un bon niveau. Je me répète, mais je ne comprends pas. Et encore une fois, je suis pas là pour tirer sur les arbitres. Je suis là pour tirer sur le système, mais pas sur les personnes qui sont là. Mais je comprendrai toujours pas pourquoi notre meilleur arbitre, donc qui était disponible, n'a pas arbitré. Alors, ça aurait peut-être été une bouillie aussi avec lui. Mais pourquoi le meilleur arbitre n'arbitre ni la finale aller ni la finale retour? Encore une fois, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème de personne. J'ai intervenu sur notre premier épisode sur le personnage Benjamin Mercier qui, contrairement à ce que l'on croit, puisque maintenant c'est Monsieur Pérez qui est censé l'avoir remplacé, mais c'est Benjamin Mercier qui tire les ficelles de tout, en tout cas qui tire les ficelles de l'arbitrage, et qui a un conflit, une dent contre Sébastien Dervieux. Alors, je sais pas si c'est un conflit d'ego ou tout ça, je vais pas rentrer là-dedans. Mais la grandeur de décision, la grandeur d'âme, c'est que même quand tu as un conflit avec quelqu'un, quand la personne en face de toi est compétente et est la meilleure personne de ton championnat, tu dois le laisser arbitrer la finale. Là, on est dans un petit conflit de personnes. Comme Benjamin Mercier, on a avec beaucoup de monde dans le water-polo, que ça soit les clubs, donc maintenant que ça soit les arbitres. Donc, ce personnage veut tirer les ficelles du water-polo, il les tire, tant mieux pour lui. De toute façon, c'est ce qu'il fait de mieux et c'est ce qu'il cherche puisque c'est un politicien. Et le water-polo l'intéresse peu, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est sa petite personne, ses privilèges et surtout que ça dure. Et quand on a quelqu'un comme Sébastien Dervieux qui est un bien meilleur arbitre que ne l'a été Benjamin Mercier, les instances internationales le prouvent, en fait, il le supporte pas et donc il le blacklist et il le met de côté. Est-ce que c'est bien pour le water-polo? Ça, Christophe, chacun se fera son avis. En tout cas, on a eu un match aller très heurté et on a un match retour très heurté aussi avec un carton rouge qui a été sifflé, etc. et des décisions. Je sais que c'est pas facile d'arbitrer parce qu'il y a une partie de subjectif, il y a une partie de sous l'eau, etc. Mais quand même, il y a eu des décisions qui ont été prises. Et je veux dire, quand t'écoutes Frédéric Odon au commentaire ou quand tu regardes un petit peu des gens qui ont joué à un certain niveau, ils comprennent pas les décisions. Je veux pas
pointer du doigt, etc., etc. Mais il y a des choses quand même au niveau de l'arbitrage qui ont été que je ne m'explique pas, que je ne comprends pas. Donc, écoute, cette petite diaspora qui dirige le water-polo français, je pense, nous amène pas vers du bon. Et donc, bah écoute, moi, comme j'aime mon sport, je trouve qu'on va pas dans la bonne direction parce que les personnes qui sont là ne sont pas là pour l'intérêt du sport. Elles sont là pour leur intérêt personnel. Elles se servent et elles ne servent pas. Et je trouve que c'est pas bon du tout. Il y a un problème dans l'arbitrage, il y a un problème dans les clubs. Les personnes censées diriger quand même le polo, c'est pas moi, hein, c'est pas toi, c'est eux. Et on a vu leur brillant talent quand il s'agit de diriger Tourcoing. Et puis bah maintenant, écoute, ça va être la même chose dans l'arbitrage. Les instances internationales, quand elles voient quand même que le meilleur arbitre français est pas désigné, elles se posent des questions, comme nous on s'en pose sur ce qui se passe. Donc à un moment donné, comme personne ose dire quoi que ce soit et comme comme tout le monde se contente un peu de ce qui se passe, mais en off, je te garantis que ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben moi je suis je vais pas dire le lanceur d'alerte, mais il va falloir arrêter les conneries fédérales avec les gens qui sont en place et qui font n'importe quoi. Et on élargira le débat un jour sur tout ce qui se passe, etc. Ça va jusqu'à même les équipes nationales. Il y a des choses on va revenir au match, hein, t'inquiète pas. Il y a des choses qui se passent qui sont absolument pas normales, avec des gens très clivants et des gens qui ne s'intéressent qu'à leur petit pouvoir. Et ça, c'est insupportable. Et en plus, ces gens-là te donnent des leçons sur le vrai amour du water polo, mais à part aimer eux-mêmes, je pense qu'ils aiment moins le polo que les vrais passionnés. Voilà, ça c'était le petit coup de gueule. Maintenant, je vais revenir au match. Écoute, ça finit à... Non, mais Christophe, tu souris, mais il faut dire les choses. Il y a trop de choses qu'il faut dire que les gens n'osent pas dire ou ne veulent pas dire. Ou maintenant, tu sais, il faut avoir le courage de ses opinions. Et moi, c'est ce qui se passe, c'est juste insupportable. Donc le match, écoute, Marseille a fait gagne quand même 13-5. Avant peut-être de continuer, on peut ouvrir un petit débat aussi effectivement là-dessus. Bon, ce sera pas le thème de notre épisode, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger et on s'interroge assez régulièrement sur autour de la piscine, parce que effectivement nous on est là aussi pour commenter ce qui se passe dans la piscine en tant que passionné du water polo, hein, ce qu'on essaye de transmettre en toute humilité et effectivement, bah, de temps en temps, ça nous énerve un peu. Et c'est souvent toi qui pousse les coups de gueule, mais Ouais, tu me laisses le sale rôle, Christophe. voilà. Mais j'ai pas de problème avec ça. Il faut toujours le bad cop, le good cop et le bad cop. Mais non, mais je partage aussi cette analyse-là, et c'est quelque chose qu'on a vécu aussi quand nous étions joueurs, hein. Alors, je vais oser le dire, peut-être une certaine mafia du Nord qui avait une emprise sur le water polo, et on se rend compte que ça a pas fait finalement pas tant changer que ça. Malheureusement, même si dans les clubs on voit le travail qui est fait, on y reviendra peut-être un petit peu aussi dans l'épisode à travers la formation, parce que sur les au moins trois des équipes qui étaient sur ces phases finales, on a quand même un certain nombre de joueurs qui ont été formés dans les clubs, et ça c'est quand même il faut le noter. Et on sait la rareté maintenant des joueurs français pour pouvoir participer au championnat et dans ces équipes-là. Mais oui, après c'est compliqué. C'est vrai que l'arbitrage, alors, on veut pas tirer, on sait que c'est compliqué d'arbitrer, surtout dans un match où il y a quand même de la tension. Il y a eu notamment un geste qui a été qui a été sanctionné par un carton rouge pour un peu un coup qui a été donné donc par, on va le citer, hein, de toute façon tout le monde l'a vu, Luc Bertrand. Donc il se fait exclure dès le début de la deuxième période, et donc il pénalise forcément son équipe. Christophe, juste un truc. Quand tu mets un coup volontaire à quelqu'un au water polo, c'est pas juste carton rouge, hein. C'est EDA plus P, 4 minutes dehors et penalty. Oui, voilà. Il y a eu la même situation, il y a eu la situation un peu identique sur la finale Brescia-Recco, le dernier match, où un joueur de Brescia effectivement met un coup, bon, on voit que c'est un coup, mais c'est accentué par le joueur de Recco. Je sais plus qui c'est, j'ai plus son nom en tête. Mais derrière, Brescia a été lourdement sanctionné, puisqu'ils prennent effectivement ce penalty plus 4 minutes. Mais là, ça s'est pas fait. Il y a eu des discussions autour de la compensation justement de cette décision, avec peut-être beaucoup d'exclusions dans le jeu sans ballon,
Côté marseillais, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, beaucoup de sanctions, puisqu'à un moment, je crois qu'il y avait 11-4 exclusions en faveur Il y avait 15 fautes d'Aix, hein. graves, 15 fautes graves contre Marseille au tout début de la troisième. La compensation, c'est une deuxième erreur, hein. C'est-à-dire que tu peux faire une erreur, mais la compenser, c'est faire d'autres erreurs. C'est pas rattraper ton erreur de compenser, hein. C'est continuer à faire des erreurs. Faut pas se tromper sur ce truc-là, hein. La compensation. Oui, mais Alors, ça arrive souvent oui, dans les mais ça matchs. arrive, mais ça doit pas arriver, ça. C'est une deuxième erreur. Est-ce que les arbitres ont pas voulu tuer le match? Mais les arbitres, ils sont pas là pour tuer le match ou pas tuer le match ou tout ça. Les arbitres, ils sont là pour faire respecter les règles du jeu. Et les règles du jeu, quand il y a un coup volontaire comme ça, machin, en dehors de l'eau, c'est EDA plus P. C'est tout. 4 minutes. Alors en plus par rapport à l'époque, nous on jouait, c'était beaucoup plus pénalisant puisque là l'EDS c'était tu revenais plus dans l'eau et donc si tu avais une EDS au bout de 3 minutes de jeu, bah tu finissais tout le match à un de moins. Là maintenant c'est que 4 minutes. Mais il y a pas que ça. Je veux dire, pour quelqu'un qui regarde un match, c'est devenu des fautes à l'envers, tu sais pas pourquoi, des exclusions, des fois machin. Les arbitres, c'est pas eux les acteurs du match. Les acteurs du match, c'est le jeu et c'est les joueurs. Les arbitres, ils sont là pour contrôler l'intégrité des joueurs et tout ça et faire respecter le règlement. Mais à un moment donné, alors qu'on se comprenne bien, le débat là, il est pas contre Aurélie Blanchard et Julien Bourgès. Je pense que c'est un sport qui est devenu extrêmement difficile à arbitrer parce que je regarde des matchs dans d'autres championnats et c'est tout aussi compliqué. Mais j'en reviens à ma marotte, j'allais dire. Tu dois laisser ces matchs-là être arbitrés par les meilleurs arbitres de ton pays. C'est le cas dans les autres pays, hein. Oui, je confirme, c'est ça qu'on remet un petit peu en cause. Après, moi j'ai trouvé que sur l'arbitrage globalement sur ces phases finales, un changement pour moi d'arbitrage. On avait beaucoup critiqué les pénaltys, ce fait qu'il y avait beaucoup de pénaltys qui étaient sifflés dans les matchs. Et là, j'ai trouvé que sur tous les derniers matchs, il y en a eu très très peu. Ouais, mais parce que Alors qu'il y avait des situations, qui étaient sifflées avant en pénalty, et ben là, elles sont plus sifflées du tout. Et ça devient assez surprenant. Et pour quelqu'un qui pourrait s'intéresser mais qui comprendrait pas, on avait évoqué aussi des gens qui peuvent venir. Et c'est ça la difficulté de notre sport, c'est que une situation identique qui se peut produire juste d'affilée n'est pas sifflée de la même façon. Et ça, c'est assez dommageable aussi. Donc Marseille a gagné le championnat 13-5, c'est quand même un score lourd, mais c'est un score qui reflète la physionomie. Tu as dit que l'Espagnol a pris carton rouge, Enzo Katz a pris 3 fautes assez rapidement. Aix a pas la rotation qu'à Marseille, donc quand tu les prives de 2 joueurs importants, bah tout de suite ils sont dans une difficulté. Ils ont fait un match courageux avec leurs armes, mais en face c'était beaucoup plus fort. Même si très honnêtement, je trouve que Marseille ça fait 3 matchs où je les vois là à Olympiakos, c'est les 2 confrontations contre Aix. Donc, je trouve que c'est pas du même acabit que les performances qu'ils nous avaient proposées avant. Alors tu peux pas être au top 12 mois sur 12 dans une saison, il y a des petits creux, mais là je trouve que c'est alors est-ce que c'est l'échéance importante qui arrive bientôt, mais il faudra grandement hausser le niveau contre Ferencváros parce que sinon ça passera pas, ça c'est sûr. Ils ont fait un match somme toute sérieux, ils se sont détachés au score, ils ont au contraire du match aller là et c'est eux qui ont pris le score assez rapidement, 5-2 comme tu l'as dit, 6-2, 6-3, etc. Ils se sont encore plus détachés vers la fin pour finir le match à 13-5. On s'y attendait un petit peu tous à ce 42e titre. Il arrive. Marseille est une écurie. Je te proposerai après. J'ai fait une petite étude sur les stades dans les autres pays. Mais Marseille, écoute, c'était un titre maintenant avec l'absence de Tourcoing et Noisy qui les embêtait quand même un petit peu avant. Maintenant, il y a un écart incommensurable entre Marseille et son dauphin. Son dauphin cette année, c'est Aix. Est-ce que ça sera à nouveau Aix l'année prochaine ou Strasbourg, on verra. Mais Marseille au Catalan, tu sais, tu as dit un truc la semaine dernière sur Mike Bodegas. Tu disais oui, avec son palmarès, le gars était à fond et etc. Mais c'est un titre national, un titre de champion de ton pays. C'est même si tu en as déjà 5, 10, c'est quelque chose. La suprématie nationale, c'est quelque chose de très important. En Italie, par exemple, tu as bien souvent des gens qui préfèrent être champion d'Italie, le Scudetto, que presque des fois avoir une Coupe d'Europe, hein. L'hégémonie nationale, c'est quelque chose d'important. Et donc Marseille a fait le job dans une piscine à nouveau pleine. Bon, il y avait des Aixois, hein, j'ai vu pas mal de bras levés quand les Aixois marquaient. Aix fait un beau dauphin et Marseille fait un beau champion.
Ben oui, après c'est des questions donc j'ai pu poser à quelques joueurs sur site. C'est vrai que Aix, je pense que si on leur avait dit en début de saison qu'ils seraient deuxième, qui joueraient dans deux piscines bien remplies, je pense qu'ils auraient signé tout de suite, hein, parce que c'était pas évident. Et ils ont pas surperformé, c'est pas le bon terme, mais je pense qu'ils ont performé quand il fallait pour justement se donner la chance de jouer cette finale et c'était intéressant puisque on a eu deux, même si c'était peut-être on aurait pu avoir un meilleur jeu compte tenu du niveau de Marseille, mais en tout cas dans la confrontation entre les deux équipes, on a eu quand même des matchs intéressants, surtout le match aller. C'était important, voilà ce que j'évoquais un petit peu avec les équipes sur place, c'est que d'avoir ces deux piscines pleines, pour notre sport, c'est quand même bien. On sait que dans le 13, du coup, puisque c'était le derby quasiment, hein, il y a que 26 kilomètres même presque quasiment pour être précis entre les deux clubs. On a eu deux belles piscines, à peu près 2000 personnes en tout qui sont venues voir ces deux matchs. C'est des fois l'affluence à Montpellier, c'est déjà arrivé puisqu'ils ont la capacité d'accueillir énormément de monde à Montpellier. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ce spectacle-là. Et pour faire, on l'a dit déjà plusieurs fois, hein, pour faire un beau spectacle, il faut aussi des bons acteurs. On a eu des bons acteurs, on a eu du suspense, on a eu des actions litigieuses, même si des fois c'est pas forcément beau à voir, des coups, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y avait une belle confrontation à ce niveau-là. Et juste un petit peu donc pour compléter quelques éléments, donc Enzo Katz côté aixois en fait a été un peu ciblé dans la tactique de Milos Stepanovic puisque c'est un joueur important de l'équipe aixoise et que rapidement il a pris deux fautes comme au match aller et la troisième faute en début de troisième quart-temps sur contestation puisqu'il y avait de la tension et du coup deux joueurs importants donc Lure Bertrand on l'a dit et Enzo Katz qui n'étaient pas dans le jeu. Watanabe qui était ciblé parce que c'est l'arme offensive numéro 1 puisqu'il a aussi fini donc meilleur buteur du championnat de la phase régulière. Ils ont ciblé les joueurs qu'ils souhaitaient. On avait Arshak côté Marseille, Arshak Ovanisian donc qui avait été donc choisi par Milo Stepanovic pour le match aller pour préserver Tesanovic qui avait une petite douleur à la hanche et qui s'est posé la question pour le deuxième match et finalement, compte tenu de la bonne prestation de Arshak sur le match aller, a été reconduit sur ce match au retour et il a été plutôt auteur d'une belle prestation. Et il a eu confiance dans ce match et il me disait qu'il avait changé un peu aussi sa façon de jouer en sortant beaucoup plus sur les pauses, les balles à proximité de son but. Il a été auteur d'un bon match et c'était aussi à souligner, comme aussi la très belle performance d'Alexandre Boué qui marque les premiers buts marseillais et qui lance bien son équipe. Après, on a eu un bon Thomas Vernou, j'ai trouvé, qui a provoqué pas mal d'exclusions et qui a mis notamment le premier but qui marque un très joli but, tout en vitesse et en puissance. Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Peut-être revenir, mais je te laisserai la main peut-être là-dessus sur ce que je disais tout à l'heure, l'ensemble des joueurs de ces deux équipes qui ont été formés au club. Marseille, on le sait tous, jouit de moyens structurels, infrastructurels, avec ils sont pas à se poser, à se creuser la tête pour savoir quand est-ce que, comme c'est le cas dans d'autres clubs, quand est-ce qu'ils vont avoir les créneaux de bassin pour pouvoir s'entraîner, etc., parce que ça c'est un peu le nerf de la guerre aussi. Donc Marseille a des infrastructures que tout le monde connaît qui leur permet d'avoir un coup d'avance sur tout le monde. Ils ont aussi une structure financière, on l'a déjà dit, qui leur assure une stabilité, une haute stabilité et une vision sur les années à venir. Donc ils savent à peu près où ils en seront. Mais alors ils ont ces deux avantages-là. Mais hier au coup d'envoi, sur les 14 joueurs qui étaient présents dans l'eau, il y en a 7 qui ont été formés au club. Ce qui est pas rien, 50% de l'équipe qui a été formée au club. Les deux Vernou, Hugo Crouzilla, Mike, Arshak, le Audouin de Revier, et puis je crois que c'est le deuxième gardien, c'est le septième. Donc on apprend à nager au club. L'année dernière, il y avait encore Mathias Olivon qui aussi était un enfant du club. Donc Marseille ne se contente pas, j'allais dire, de surfer là-dessus, mais lance au feu. Alors je parle pas d'Hugo et de Mike évidemment, mais lance au feu des joueurs du cru
Et c'est bien, et donc il fallait le souligner. Aix aussi, Aix lui le fait plus par contingence, j'allais dire économique, mais le fait aussi, c'est à souligner. Tu as parlé de tout à l'heure, je voulais revenir sur Aix qui se voyait pas deuxième, enfin Aix qui se voyait pas non plus sixième. Hein. Ils ont eu ce petit brin de réussite dès la première journée, qui les a suivis et accompagnés tout au long de la saison. Alors la réussite, ça se provoque, hein, c'est pas la réussite, c'est pas la chance, c'est différent. Mais on souriait un petit peu à l'évocation de leur classement et de leur goal average, puisqu'ils ont été longtemps deuxième, troisième de la phase régulière avec un goal average proche de zéro. Ce qui veut dire qu'ils gagnaient quasiment, ils ont gagné un nombre incalculable de matchs d'un but et des matchs qui auraient pu leur échapper, mais qui tournaient dans leur sens ou qu'ils arrivaient à faire tourner dans leur sens. Aix fait une très belle saison. Marseille va se pencher sur, et on va pas se mentir, sur le vrai objectif de la saison. C'était peut-être pas le vrai objectif en début de saison, parce que je sais pas si dans les objectifs du club il y avait cette présence au Final Four. Mais maintenant, il va falloir partir. Donc, ils vont partir en stage en Italie avant de rejoindre Malte. On leur souhaite bonne chance. Je voulais juste faire un petit parallèle, Christophe, par rapport à cette Champions League et ce Final Four. Cette année, tu l'as certainement suivi, Bordeaux-Bègles, qui a gagné la H-Cup de rugby, donc qui est champion d'Europe des clubs en rugby. On a le PSG en foot, qui est en finale de la Ligue des Champions. On a Monaco en basket qui a battu Olympiakos et qui est en finale de la Ligue des Champions aussi de basket. On a Nantes en handball qui est au Final Four de l'Euroleague de handball. Montpellier dans l'autre Coupe d'Europe est en finale. Et on a donc le Cercle des nageurs de Marseille qui est au Final Four de la Champions League de water-polo. Il y a que le volley qui performe pas. Est-ce que ça serait l'année des clubs français, des clubs de sport co-français en Coupe d'Europe? Bordeaux l'a fait, le PSG a ses chances. Monaco a ses chances en basket. Nantes aussi, Nantes qui a une vraie équipe en handball. Et écoute, Marseille, il y a une vraie équipe aussi. Donc, il y a des années comme ça où tu sais pas pourquoi, mais il y a un espèce de mouvement qui se crée et qui inspire peut-être les autres. Et donc, on suivra ça de près. Moi, je serai présent à Malte, donc j'irai voir nos petits Marseillais se débrouiller dans ce Final Four avec un gros morceau quand même en demi qui est Ferencváros. Ouais, très gros morceau pour les Marseillais. Alors, je pense que oui. Pour moi, c'était, puis même Frédéric nous l'avait un peu dit dans l'épisode qu'on avait fait, et je vous invite à le réécouter, sur l'objectif du club. Mais on sait que ça fait quelques années que Marseille souhaite performer en Europe sur la Champions League. Gagner le titre, c'est un passage obligatoire pour justement la disputer aussi l'année prochaine, pour se qualifier pour la disputer. Et là, ils ont quand même, je dirais peut-être un peu à l'image de tous les sports que tu as cités, c'est-à-dire que on n'est pas sur des noms extrêmement ronflants, on va dire. Il y a des plus grosses stars qui sont présentes dans d'autres écuries, mais sur un travail collectif. Et ce travail collectif qui est la base forcément de ce sport, de ces sports. Mais voilà, avec une mayonnaise qui est bien montée dans tous ces clubs. Même si moi je suis plus le basket et Monaco qui a fait une très belle performance contre Olympiakos. Mais voilà, ils ont des très bons joueurs, mais pas non plus les méga stars que peuvent avoir les autres écuries comme Fenerbahçe au basket ou Olympiakos, qui avait sur le papier un meilleur effectif. Mais comme quoi c'est faisable, et on espère que tous ces clubs que tu as cités, dans tous ces sports, effectivement, pourront être en mesure de ramener les titres dans lesquels ils sont engagés. Juste quand même pour finaliser quand même cette présence de joueurs formés au club, j'aurais bien aimé qu'on les cite, parce que c'est important aussi, voilà, pour nos auditeurs de mettre des noms sur tous ces joueurs. Donc côté aixois, on a donc les joueurs formés au club, on a Hugo Meyrand, donc qui est le deuxième gardien, on va dire. Les frères Béteil, Lucas et Tom, Johan Scorletti, Alexis Drahe, Kylian Brez Fernandez et Jules Gamara, donc sur cette feuille. Et après on a d'autres qui sont aux portes de l'équipe et qui peut-être feront leur entrée la saison prochaine. Ce match avait une particularité aussi, notamment donc côté aixois, puisque le cercle a rendu hommage aussi à ces joueurs-là, aux joueurs aixois, puisque c'était là véritablement les derniers matchs donc de
Mathieu Pesson et Enzo Katz, donc qui réaccrochent, alors je veux dire définitivement le bonnet, mais maintenant dans le sport, on voit bien que certains joueurs qui arrêtent ou joueuses, mais que ça soit dans n'importe quel sport, des fois on les revoit. Donc peut-être on aura des surprises. Bon, Mathieu Pesson, ça m'étonnerait quand même, mais Enzo Katz peut-être en a encore un petit peu sous le pied. Et peut-être que au cours de saison l'année prochaine ou à venir, peut-être que le parfum du chlore, même s'il sera pas loin, puisqu'il sera au bord du bassin, il aura envie de le reprendre. Christophe, juste une petite stat. Marseille, donc, a gagné son premier titre de champion. Alors, Marseille a gagné son 42e titre. Et contrairement à ce que j'avais annoncé, je m'étais fait reprendre par Fred Odon gentiment. Contrairement à ce que j'avais annoncé, c'est évidemment le club le plus titré du championnat devant Tourcoing. Donc, on va rendre à César ce qui était à César. Donc, Marseille est le club le plus titré. Le premier titre de Marseille, c'est 1965. Donc, il y a 60 ans. En 60 ans, ils ont glané donc 42 titres. Nice, les 18 titres qui manquent, Nice en a eu 12, Strasbourg 2, Montpellier 2, Valenciennes 1 en 72, et il y a un titre qui n'a pas été attribué en 71. Donc Marseille cannibalise un peu le championnat, mais je me suis penché un peu sur les championnats de nos voisins. Et alors on va commencer par l'Espagne, et j'ai juste fait un petit focus sur le 21e siècle, donc à partir de 2000 à 2025, donc on a eu 26 championnats. En Espagne, le CN Barcelone en a gagné 3. Barceloneta en a gagné 23. 23 sur 26 championnats, dont les 20 derniers championnats. Parce que des fois, tu sais, on dit que Marseille cannibalise un petit peu le championnat français, mais Barceloneta a gagné les 20 derniers championnats d'Espagne, ce qui est pas le cas de Marseille, hein, puisqu'il y a eu des périodes donc 20, et donc il y a eu 2 champions en Espagne sur les 25, sur les 26 derniers championnats, dont 20, je répète, de Barceloneta. Si on va en Grèce, donc à nouveau 26 championnats de 2000 à 2025, Ethnikos en a gagné 1 en 2006, Vouliarménie en a gagné 1 en 2012, Olympiakos a gagné les 24 autres. 24 championnats sur les 26 dernières années, dont les 13 derniers championnats. C'est la plus grosse, j'allais dire, hégémonie, 24 sur 26. Recco qui a été sacré champion d'Italie. Alors là, c'est un tout petit peu plus partagé, mais il y a eu un titre qui a été glané par Savone, 2 par Brescia, 3 par Posillipo. Il y a un titre qui n'a pas été attribué à cause du Covid, et il y en a 19 sur les 26 pour Recco. Mais surtout, il y en a 18 sur les 20 dernières saisons. Donc Recco, sur les 20 dernières saisons, a gagné 18 titres. Barceloneta, 20 titres. Il y a une hégémonie énorme dans tous ces pays-là, du club phare qui ne laisse même pas de miettes quasiment pour Barceloneta aux autres. Et donc c'était bien aussi de regarder, je pense, ce qui se fait un petit peu chez nos voisins, et s'apercevoir qu'en fait que le cas Marseille n'est pas un cas isolé ou unique. Les autres clubs ont une domination sans partage aussi dans les autres championnats. Alors, dans la même un petit peu continuité de statistiques un peu, je vais dire presque insolites dans tous ces championnats, moi j'ai noté que sur les finales de Coupe d'Europe de cette année, donc que ça soit l'Eurocup ou la Champions League, sur les 6 équipes présentes, 5 sont championnes, enfin dans leur championnat respectif. Seul Belgrade a perdu en finale contre Radniki, mais tous les autres clubs ont fini champions. Donc Ferencváros, Barceloneta, Marseille, Recco et Radniki, donc au profit de Belgrade. Donc on voit un petit peu aussi quelque part que si on domine plus ou moins en Europe, bon à part Belgrade, mais bon qui est quand même en finale, ces clubs-là aussi sont dans leur championnat un peu maîtres. On sait que aussi ces écuries-là, souvent, c'est celles qui ont quasiment le plus gros budget de leur championnat respectif, et souvent peut-être plus ou moins les principaux budgets européens, à part peut-être Olympiakos qui a peut-être un peu déçu. Bon, tant mieux pour nous aussi, puisque Marseille, ça se jouait peut-être aussi avec Belgrade, mais en tout cas Marseille fait partie de ce Final Four. Et comme on l'évoquait, alors je pense qu'il va falloir qu'il relève un petit peu le niveau par rapport aux dernières prestations effectivement qu'on a vues, tu le soulignais, mais je pense qu'ils sont dans une phase à nouveau de préparation justement pour être en meilleure forme à Malte et jouer leur va-tout, et je pense qu'ils sont à peu près à quelque chose près, vraiment je pense qu'on a si on devait parier sur ces équipes-là, ça reste assez proche.
même si je pense que Ferencváros est le favori quand même de ce tournoi. Mais Marseille aura toutes ses chances et compte tenu un peu, bon, hormis Olympiakos, les dernières prestations, ça devrait être de beaux matchs, en tout cas on l'espère, et qui Oui. l'enjeu ne dépassera pas tout ça. Et pour compléter, avant de te passer la parole, Frédéric, je demandais à Frédéric Audon justement si pour préparer cette échéance aussi et dans l'année, est-ce qu'ils avaient fait appel à des préparateurs mentaux? Et donc Frédéric me disait que non, pas sur l'équipe, à part à la demande, mais qu'ils avaient plutôt travaillé sur le management de l'équipe où ils sont accompagnés. Ce qui était assez surprenant, j'ai trouvé que par exemple, Sepanovic reste assez calme, malgré que ses deux adjoints, souvent Quentin Chipotel et Marc Amadei, peuvent des fois s'exciter, mais globalement, en tout cas, il y a vraiment des moments où il vient. Ouais, je vois que t'es pas trop d'accord, mais j'ai trouvé qu'il était quand même plutôt apaisant par rapport à l'énergie que mettait son équipe, justement pour appliquer le système. Petite info aussi par rapport au Final Four à Malte. Donc il y a 90 supporters marseillais qui vont faire le déplacement, donc ils espèrent qu'ils vont pouvoir les mettre un peu en COP et supporter leur équipe. Et au niveau de l'organisation, en fait, comme c'est la LEN qui organise, en fait, les équipes sont regroupées dans un hôtel avec 22 membres complets de l'équipe, et tous les accompagnateurs et d'autres dirigeants en fait se retrouvent dans un autre établissement et n'ont pas le droit d'être à proximité de l'équipe. Voilà pour un petit peu quelques dessous, quelques inside comme on dit maintenant aussi. Attends, j'ai pas bien compris là. Ça veut dire que les dirigeants, donc Paul Lessiak qui est le président du club, il peut pas être à l'hôtel avec son équipe? Non, en fait, ils ont un groupe de 22 personnes, donc de staff rapprochés, qui sont un peu en autarcie. Et tous les accompagnateurs, Fred apparemment, de ce que j'ai compris, Fred Audon par exemple, ne sera pas forcément avec l'équipe, mais sera dans un autre établissement. Écoute, encore une particularité. Je pense que ça se fait pas au foot ou dans les autres sports, mais bon, écoute, c'est pas bien grave. Marseille, il y aura pas grand chose à perdre parce que il y a peu d'équipes quand même qui sont arrivées au Final Four pour la première fois de leur histoire et qui sont repartis avec la coupe. Donc Marseille est pas favori. Marseille peut arriver un petit peu caché. Les équipes se méfient quand même parce que écoute, il y a des joueurs. C'est une équipe quand même qui est complète, du gardien à la pointe en passant par un petit peu tout. Je leur souhaite le meilleur en espérant pas chuter d'entrée de jeu. Il faudra bien démarrer le match contre Ferencváros évidemment, et puis pas s'en faire une montagne non plus. Il faut pas les magnifier, mais on a des joueurs qui sont Marseille a des joueurs qui sont des routiers de l'Euroleague depuis 10-15 ans pour certains, et donc je sais que ça sera pas là-dessus. S'ils doivent flancher, ce sera pas là-dessus. Moi, je vois une équipe qui a l'air de bien vivre et puis qui va aller là-bas. Je vais pas dire que c'est du bonus, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ils sont pas favoris, mais ils peuvent grandement faire chuter les favoris. Il faudra à Marseille à 110 et à 110%, et écoute, tout est possible. Hein. Maintenant, on a vu des fois même si c'est un sport assez hiérarchisé, le polo, on voit des fois quand même des surprises. Donc pourquoi pas dès vendredi prochain sur la demi-finale à Malte. Oui, et puis on le sait, à ce niveau-là, tout se joue sur des détails. Hein. Ça peut être Tesanovic qui est dans une forme impériale et qui va tout arrêter, par exemple, et qui va donner beaucoup de confiance à son équipe. Juste pour faire un petit parallèle, donc par rapport au match aussi donc de cette finale. Marseille avait à cœur de vraiment de resserrer sa défense. Hein. Ils en prennent que 5 malgré tout. Et c'était vraiment un des objectifs en préparation de ce premier match de demi-finale, on va dire, au Final Four contre Ferencváros. Donc tu l'as dit, qui aura lieu vendredi, et la finale et petite finale auront lieu dimanche. De toute façon, Christophe, tous les matchs aboutis qu'on a vus de Marseille cette année, Olympiakos à la maison, Belgrade à la maison et Split à l'extérieur, c'est des matchs où Marseille a laissé son l'équipe adverse à 8-9 buts. 6 à Split, 9 contre Belgrade et 12 à 7 contre Olympiakos. Donc, quand tu fais une performance défensive, et il le faudra, parce que la clé, ça reste toujours la défense, c'est quand même beaucoup plus facile de gagner un match 10 à 8 que de le gagner 19-17.
Il faudra que Marseille soit au rendez-vous en défense. Stesanovic, j'espère qu'il sera à 100%. Et puis le reste, il y a une mobilisation autour du club et Marseille qu'on attendait année après année performer au moins en Champions League. Cette année, ils le font. Et puis après, écoute, c'est le sport de très très haut niveau là, ça se joue à rien, donc il est possible que ça se joue à la dernière seconde du dernier match. Donc il faudra, tous les détails seront importants. Je sais qu'ils savent bien préparer ces matchs-là et tout ça, il y a pas de souci. Le club est là, le club est structuré, donc écoute, bonne chance à eux et qui continuent de nous faire rêver, comme c'est le cas depuis le début de la saison en Euroleague. Ouais, ils pourront s'inspirer la victoire, même si c'était au penalty de Barceloneta dans son bassin contre Ferencváros, qui les avait fait tomber après 40 matchs sans défaite, toute compétition confondue. On a quand même de la dernière danse de plusieurs joueurs marseillais pour cette dernière épreuve. Donc Anguial, qui est annoncé du côté d'Olympiakos, Veloto, Barceloneta, donc un des clubs présents à ce Final Four, et Perlajnovic, qui avait été annoncé il y a longtemps du côté de Radniki. Radniki qui aura une très belle écurie l'année prochaine et qui sera donc en Champions League. Juste un petit focus sur Perlajnovic, c'est vrai que c'est un joueur qui a beaucoup apporté à Marseille par rapport à son palmarès, par rapport à son sérieux, et qui a su aussi, je pense, avec les joueurs et dans la structuration du club aussi, par rapport à son approche, aider le cercle à progresser dans ce chemin qu'il a mené jusqu'au Final Four et peut-être, on l'espère, on vient de le dire, beaucoup plus loin. Côté arrivée, ces joueurs-là devraient être remplacés par Kalogeropoulos en provenance de Vouliagmeni, qui finit vice-champion de Grèce contre, donc c'était Olympiakos qui finit champion. Nadji, donc ils vont affronter donc sur ce premier match donc de Ferencváros, et apparemment Drazovic serait annoncé aussi, donc peut-être un échange Perlajnovic-Drazovic du côté de Radniki. Non, Perlajnovic, c'est un immense joueur. Je crois qu'on se rend pas bien compte je pense que c'est le joueur le plus de l'histoire de notre championnat, le joueur le plus au niveau du palmarès le plus capé, un joueur exceptionnel qui a tout gagné plusieurs fois en plus, hein, qui est 2 fois champion olympique, qui est 2 ou 3 fois champion du monde, 4 fois champion d'Europe, qui a gagné 4 Euroleague. Et quand tu disais je pense que l'apport dans l'approche, c'est dans la rigueur. Je pense dans la rigueur du détail, c'est ça le vrai professionnalisme. C'est quelqu'un qui est le sérieux, la rigueur, il a 85-87, il a 38 ans, mais tu vois que un vrai professionnel, toujours ses routines de préparation, tout ça, un immense joueur, et on pouvait pas le laisser partir comme ça sans, même si Anguial et Veloto à leur niveau, c'est des excellents joueurs, mais là tu rentres dans un cercle quand même sur les 20 dernières années où Perlajnovic est constamment dans le top 3-4 mondial sans interruption. Donc il quitte le club. Écoute, il sera remplacé par les joueurs que tu as cités. Donc Marseille va aller vers un nouveau cycle. Nagy, c'est un joueur intéressant qui a un gros shoot, qui est jeune. Kalogeropoulos, le grec, et puis Drazovic, et on verra. Puis écoute, Marseille aura toujours des ambitions l'an prochain et les années qui suivent aussi. Donc on a clôturé le chapitre national avec ce palmarès-là, garçons et filles. Maintenant, ça sera donc place à ce Final Four. Ensuite, ça sera place à l'équipe de France. On en reparlera parce qu'il y a des choses aussi à relever là-dessus. Il y a une liste qui a été sortie par Florian Brouzeau avec une échéance internationale assez rapidement, une qualif pour les Europes. On aura l'occasion, je pense, d'en parler. Et puis voilà. Oui, une qualif pour les Europes qui aura lieu juste quelques jours ou quelques semaines juste après le Final Four. Hein. Quelques jours, puisque les Marseillais concernés par cette qualif en équipe de France resteront à Malte après le Final Four pour attendre l'équipe nationale. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc sur cet épilogue élite masculin. C'est pas pour autant qu'on va arrêter de faire des épisodes. On continuera jusqu'au début de l'été. On fera probablement une petite pause pour se ressourcer, prendre plein d'informations et revenir encore plus fort, mais on aura l'occasion d'en reparler puisque, comme je viens de le dire, ça ne s'arrête pas.
Il y a plein de choses encore à débriefer et on aura des nouveaux invités aussi prestigieux et peut-être quelques surprises pour lesquelles nous sommes en train de travailler. On espère que vous avez apprécié ce nouveau format, ce nouveau podcast concernant donc les championnats élite masculin, la nationale 1 masculine et l'élite féminine. On fera peut-être, on avait évoqué un petit tour sans faire un épisode consacré à ça, mais ça sera important de voir les championnats à venir l'année prochaine. On vous souhaite un bon mardi, une bonne semaine et rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt. Merci, au revoir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.